Au terme de son voyage, le fleuve charrie des eaux troubles. Son cours inférieur est lent, limoneux, et l'entraîne inexorablement vers la fin. Mais c'est précisément là que ses rives et ses eaux vont former l'un des écosystèmes les plus riches de la planète. Les estuaires produisent de quoi nourrir des myriades d'êtres vivants de toutes sortes. Ce sont des lieux de passage pour les poissons, les oiseaux ou les crustacés qui s'y installent pour une saison ou pour une période bien particulière de leur vie. Plusieurs facteurs sont à l'origine d'une telle abondance. Tout d'abord, c'est dans les embouchures que les eaux douces du fleuve et les eaux salées de la mer se rencontrent pour former un cocktail dont la composition varie avec chaque marée. En surface, le fleuve charrie des tonnes de matière végétale en suspension, pendant qu'en dessous, l'eau salée plus dense apporte de riches nutriments venus de la mer qui se déposent au fond et favorisent la croissance des plantes. Cette énorme masse végétale est à la base de la chaîne alimentaire de l'estuaire. Le mouvement cadencé des marées qui bouleverse le paysage toutes les 6 heures est lui aussi pour beaucoup dans la diversité de la vie de l'estuaire. Les créatures les plus petites sont les plus nombreuses et les premières à profiter de la manne qui se déverse à l'embouchure du fleuve. Les êtres microscopiques qui évoluent entre les sédiments, le sable et l'eau forment le premier maillon de la chaîne alimentaire de ce formidable écosystème. Cette multitude comprend des protozoaires, des crustacés, des mollusques microscopiques et une infinie variété de tout petits invertébrés. Bon nombre d'entre eux sont plus petits même que les grains de sable des plages qui constituent leur habitat. Cette faune microscopique possède une incroyable capacité à se reproduire et à occuper chaque millimètre de ce biotope, le transformant en un vivier bouillonnant. Un écosystème où se concentre une telle quantité de nutriments permet de subvenir aux besoins d'une faune extrêmement diversifiée.
Les organismes filtreurs vivent enfouis dans la vase des estuaires où ils se concentrent par millions. C'est le cas des mollusques bivalves, comme les palourdes, les moules, les coques ou les couteaux, par exemple. À marée haute, ils sortent leur siphon pour aspirer l'eau chargée de particules nutritives en suspension. Ils se déplacent très peu, mais ils sont néanmoins capables de se mouvoir avec agilité grâce à leurs pieds très musclés qui leur servent également à s'enfouir dans le sable. L'activité des mollusques est très marquée par le cycle des marées. Mais ils ne sont pas les seuls à dépendre de ce va-et-vient. Entre le flux et le reflux, ce sont deux mondes totalement différents qui vont se croiser. Quand la mer se retire, les terres découvertes se peuplent comme par enchantement de toute une faune surprenante. Certains animaux vivent enfouis dans la vase et leur morphologie est parfaitement adaptée à ce milieu meuble et bourbeux. Le crabe violoniste en est un bon exemple. Au premier signe de danger, il se cache dans sa tanière creusée à même la vase. Ses yeux pédonculés dépassent comme deux petits périscopes qui lui permettent d'observer les alentours en toute tranquillité. Ses pinces en forme de cuillère lui servent à récolter les aliments déposés à la surface. La marée descendante ne marque pas seulement l'heure du repas pour nombre de convives de l'estuaire. Quand la mer se retire, l'eau douce apportée par le fleuve est la bienvenue pour procéder à une soigneuse toilette du plumage. Des myriades d'oiseaux attendent ce moment dans les marais et les zones inondables de l'estuaire. Ici, pas question de compétition avec les autres espèces à plumes. Les mouettes maraudent alentour. Comme les goélands, ce sont de grandes opportunistes qui se repaissent de déchets et de petits animaux de toutes sortes. Tout près, les aigrettes garzettes sont des carnivores invétérés. Elles se nourrissent de petits poissons, de crustacés et d'insectes aquatiques qu'elles pêchent en sondant de leur bec à marée basse les eaux peu profondes. Tous savent qu'ils doivent profiter pleinement des heures de basse mer pour se remplir l'estomac. Et ils s'y emploient consciencieusement.
Quand l'eau va remonter avec la marée, leurs proies vont retrouver leur liberté de mouvement et deviendront impossibles à chasser. Dans les embouchures, le niveau de l'eau s'élève avec la pleine mer, inondant une bonne partie des plaines alentours. C'est ainsi que se créent les marais ou les rias, qui attirent d'autres oiseaux capables, eux, de se déplacer dans l'eau sans se mouiller les plumes. C'est le cas de la spatule rosée, qui visite régulièrement les estuaires et les zones maritimes humides environnantes. Les spatules profitent de l'énorme quantité d'invertébrés qui vivent dans la vase. Elle balaie le fond en remuant la tête de droite à gauche et en claquant du bec, jusqu'à ce qu'elles sentent qu'elles tiennent une proie appétissante, qu'elles avalent sans y jeter le moindre coup d'œil. La masse de nourriture est telle qu'on dénombre une concentration de plus d'1 million d'escargots de mer au mètre carré. Ces buccins se nourrissent d'algues microscopiques et de débris végétaux qu'ils trouvent dans la vase. Ces gastéropodes présentent une totale aptitude à supporter les changements continuels de marée qui font alterner eau douce et eau salée. Mais ils forment à leur tour, avec les petits bivalves et crustacés, le plat de prédilection d'une famille d'oiseaux caractéristique des estuaires. Les limicoles arrivent par vagues successives. Ceux qui viennent du nord fuient les rudes hivers septentrionaux. C'est l'époque des grandes migrations. Ils trouvent là des eaux tempérées, généreuses et hospitalières. Des bandes de limicoles parcourent les estuaires, les plaines maritimes et les côtes en quête permanente de nourriture. Et le plus étonnant, c'est que tout ce petit monde semble vivre en parfaite harmonie. Ils réussissent à se répartir cette manne sans heurts ni compétition. Et cela grâce à la diversité de leur morphologie. Il suffit d'observer attentivement leurs pattes et leurs becs. Chaque espèce limicole fréquente une zone bien déterminée de l'estuaire, en accord avec la longueur et la forme de son bec ou la longueur de ses pattes. Les limicoles à bec court, comme le bécasseau maubèche, se déplacent vivement en trottinant et chassent en localisant leur proie à vue,
alors que les courlis ou les barges se servent de leur bec long, fin et recourbé comme d'un pic qu'ils plantent dans la vase limoneuse de l'estuaire. Ils localisent leur proie grâce à des cellules sensibles au toucher situées à l'extrémité de ce bec. De plus, leurs longues pattes leur permettent de se déplacer à sec dans des zones plus profondes. Le reflux de la marée lance le second service du grand restaurant de l'estuaire. C'est l'heure de la faune aquatique. Les eaux bourbeuses de l'estuaire abritent un hôte de choix, l'esturgeon. La vie à l'état naturel de ces grands poissons primitifs ne nous a pas encore livré tous ses secrets. L'esturgeon passe la majeure partie de sa vie dans les eaux sombres des estuaires, où il fouille la vase à la recherche de vers, de larves d'insectes ou d'autres invertébrés. Avec l'âge, il intègre certains poissons à son menu. Trop longtemps pêché pour sa chair et ses œufs, le fameux caviar, son existence est menacée et il est aujourd'hui protégé. Au terme d'une existence longue de 60 à 100 ans, c'est là qu'il vient mourir, à la jonction de la mer et de la rivière. En avril, les adultes quittent les eaux côtières et remontent le courant pour se reproduire. Ils cherchent des fonds clairs, constitués de gravier et de sable, dans le cours moyen du fleuve. Les esturgeons sont des animaux solitaires qui ne forment des couples que pour frayer. La femelle dépose jusqu'à 200 000 ovules par kilo de son propre poids, par 5 à 10 mètres de fond, dans un nid creusé par le mâle. Celui-ci vient ensuite les féconder et c'est à lui qu'incombe la surveillance des œufs. Après une courte période de 3 à 7 jours selon la température de l'eau, les adultes reprennent le chemin de la mer et les œufs éclosent, donnant naissance à de minuscules esturgeons de quelques millimètres de long. Les juvéniles vont rester 1 à 3 ans dans le fleuve avant de gagner les eaux sombres et prolifiques de l'estuaire où ils demeureront 2 à 3 ans avant de partir en mer. Les estuaires sont des lieux d'échange entre deux sortes d'eau qui n'ont rien à voir. L'eau douce du fleuve et l'eau salée de la mer.
La plupart des espèces animales ou végétales sont incapables de survivre à un tel changement de salinité. Pourtant, dans les estuaires et aux alentours, il existe une quantité d'espèces qui passent d'une eau à l'autre sans grand problème, ou tout au moins qui les tolèrent jusqu'à un certain point. C'est le cas de poissons un peu particuliers, tels que l'aphanius, l'alose ou l'épinoche, que l'on rencontre régulièrement dans le milieu saumâtre des estuaires. Les eaux qui entourent les embouchures sont extrêmement fertiles, elles aussi. Elles sont saturées de zooplancton venus profiter de la grande concentration de nutriments apportés par le fleuve. Ce zooplancton, à son tour, attire de grands bancs de petits poissons qui ne sont que le prolongement du réseau trophique de l'estuaire et qui iront eux-mêmes, par la suite, nourrir les grands poissons, les mammifères marins et les oiseaux de mer. Le degré de productivité d'un estuaire, ou autrement dit sa capacité à générer de la matière vivante, est comparable à celui des forêts tropicales ou des récifs coralliens. La richesse des estuaires s'exporte généreusement de l'embouchure des fleuves jusqu'à la haute mer. Et de cette alliance de l'eau douce et de l'eau de mer naît l'un des écosystèmes les plus productifs de la planète.
Les déserts. On imagine de vastes étendues arides et désolées où survivent avec peine quelques plantes et animaux parmi les plus déshérités de la planète. Mais la réalité a un tout autre visage. La sécheresse règne sur une bonne partie de notre planète. Au total, plus de 20% de la surface terrestre est constituée de déserts, auxquels on peut ajouter 15% de zones semi-arides. Chaque désert est unique. Mais tous, sous une nudité apparente, abritent une vie cachée. Et tous recèlent quelque part le même élément invisible. L'eau. Sa présence est rare et indécelable. Et pourtant, c'est autour d'elle que la vie s'est développée. Dans ces univers désolés, l'eau est devenue le plus précieux de tous les trésors. Et partout, la nature s'est employée à peupler les déserts de quelques-unes de ces créatures, parmi les plus extraordinaires. Seules les espèces les plus résistantes, dotées de la plus grande faculté d'adaptation, peuvent survivre dans de telles conditions. Et elles sont plus nombreuses qu'on ne le croit. Le Sahara est le plus grand désert du monde. C'est aussi l'un des plus secs et il offre des paysages très contrastés. Le fouette-queue vit dans les hamadas, les régions calcaires et rocheuses du Sahara. Il y trouve de l'ombre, mais aussi les plantes dont il se nourrit. Car contrairement aux autres lézards, le fouette-queue est principalement végétarien. Comme la plupart des reptiles, ce gros lézard, qui peut atteindre 40 cm de long, est parfaitement adapté aux milieux arides. C'est dans les plantes grasses qu'il trouve l'eau nécessaire à sa survie, même si cet opportuniste peut devenir insectivore le temps d'une invasion de sauterelles, par exemple. Si pour beaucoup d'espèces animales, le soleil est éprouvant dans le désert, le fouette-queue a lui besoin de cette énergie pour se mouvoir. Chaque matin, en sortant de son terrier, il s'étale au soleil en étirant ses côtes pour offrir le plus de surface possible à la chaleur, avant de se mettre en quête de nourriture. Le cœur du Sahara présente un paysage encore moins hospitalier, sans la moindre trace de végétation.
L'Ergue est un désert de sable, le produit final de l'érosion des reliefs. L'ombre y est quasiment inexistante. Et l'harmattan, un vent sec qui souffle sans relâche, déplace les dunes et modèle les paysages. Cependant, même ici, il y a de l'eau. Une poignée de palmiers et un puits solitaire, et voilà une oasis. L'eau est partout présente dans le Sahara, mais profondément enfouie sous terre, et l'homme a dû creuser pour aller la chercher. Sans ces puits, les caravanes ne pourraient pas traverser le désert. Le dromadaire est l'animal du désert par excellence. Au Sahara, il supporte des températures supérieures à 60 degrés, les plus chaudes de la planète. Il se nourrit en broutant quelques feuilles avec une extrême délicatesse avant de poursuivre son repas plus loin. C'est grâce à cette méticuleuse méthode qu'il préserve les rares plantes du désert. Il peut se passer de boire durant des mois. Pour économiser l'eau, la température de son corps monte avec la chaleur ambiante et peut passer de 34 à 41 degrés. Il évite ainsi de transpirer et de se déshydrater. Il urine avec parcimonie et ses déjections sont pratiquement sèches. Elles fournissent aux nomades le combustible nécessaire pour cuisiner et se chauffer, car les nuits sont froides dans le désert. Tout près, à l'ombre des palmiers, un hôte discret de l'oasis profite lui aussi de cette manne inespérée, très riche en vitamines. Les moineaux blancs sont aussi sobres et résistants que les dromadaires. Comme eux, ils vivent en bande et se déplacent dans le désert. Ils suivent les caravanes et font halte dans les oasis. Leur couleur laiteuse réfléchit les rayons du soleil et leur évite d'avoir trop chaud. Les palmiers leur offrent un abri et le matériel nécessaire à la confection de leur nid qu'ils bâtissent sur place. Pendant les heures les plus chaudes, ils restent à l'ombre des feuilles où la température dépasse rarement les 30 degrés. De nombreux animaux n'ont pas accès à l'eau des oasis. Et pourtant, eux aussi, ils vivent en plein désert. La plupart, comme la gerboise, passent leur journée au fond de leur terrier, au frais. Ce petit animal sauteur ne sort que la nuit. Ses sens sont très aiguisés. Ses longues moustaches palpent constamment le sol. Son ouïe est extrêmement développée et il jouit d'une excellente vue nocturne. La gerboise ne boit jamais. Elle trouve toute l'eau dont elle a besoin dans les plantes ou les insectes qui forment son alimentation. Les touffes de poils qu'elle a entre les doigts lui permettent de se déplacer sans s'enfoncer dans le sable et sa queue lui sert de balancier grâce à la touffe de poils qui la surmonte. Agile et rapide, à la moindre alerte, elle court se réfugier dans son terrier que dès le lever du jour, elle ne quitte plus.
Il est des endroits où il ne pleut pas durant des années. La pénurie de pluie est commune à tous les déserts. Toutefois, la quantité d'humidité disponible n'est pas la même partout. Il semble paradoxal que certaines des zones les plus arides de la planète s'étendent si près de la mer. Elle bénéficie ainsi des brumes marines. Mais la rosée qui se dépose pendant la nuit s'évapore dès l'apparition du soleil. Et même si l'eau est stockée à la vue de tous, elle est placée sous la protection de redoutables épines. Et elle n'est pas facile à atteindre. Tous les cactus sont originaires des déserts américains. Ils sont comme des tonneaux vivants gorgés d'eau. Le majestueux cactus saguaro peut contenir jusqu'à 3000 litres d'eau dans sa colonne. Grâce à ses réserves, il peut tenir des années sans la moindre goutte de pluie. Malgré leur défense, les cactus abritent toute une faune qui butine leurs fleurs, nidifie entre leurs branches ou s'en servent comme tour de guet. La tortue du désert ne sort que rarement de son terrier, et c'est pour se nourrir principalement des fruits des cactus. L'écureuil terrestre couvre la plupart de ses besoins en eau grâce aux graines, aux fleurs et aux fruits des cactus. C'est un rongeur très convoité, qui compte pas mal de prédateurs, dont, en premier lieu, le crotale. Et il est toujours sur ses gardes. Mais après un bon repas et une course en plein soleil, il sait parfaitement profiter d'une bonne sieste à l'ombre. Le désert de Basse-Californie, aride et inhospitalier, abrite un hôte unique en son genre, le progorne. Ces mammifères occupent des milieux naturels très variés, mais ils se sont adaptés au désert et leurs périodes de reproduction sont liées à la présence de l'eau. Cet herbivore, souvent confondu à tort avec l'antilope, est l'animal le plus rapide du continent américain, avec un record établi à 86 km/h. Les progornes de Basse-Californie ne sont pas territoriaux comme leurs cousins du Nord. Ils se déplacent librement sur d'immenses étendues à la recherche de pâturage. Et le rôle du mâle se borne à veiller à la sécurité du troupeau. À quoi bon défendre un territoire en plein désert ? L'absence d'eau
et l'excès de chaleur sont les conditions qui règnent dans la plupart des déserts. Mais de temps à autre, le miracle survient. Et partout, la vie éclot à une vitesse prodigieuse. Les mares et les étangs à sec se remplissent à ras-bord et le désert explose dans une symphonie de fleurs, de fruits et de couleurs. D'un seul coup, il y a de l'eau et de la nourriture en abondance pour tous. Toutefois, il y a des endroits qui voient passer les nuages sans jamais les voir s'arrêter, comme en Patagonie. À la chaleur sèche des déserts s'oppose le froid rude et aride qui façonne les paysages et les habitants de la Patagonie. Le désert patagon est une étendue sans fin où poussent avec peine des arbustes épineux et des herbes sèches. Le taux d'humidité est plus élevé que dans le désert de Basse-Californie, mais les pluies y sont très rares et le vent qui souffle continuellement assèche très vite le sol. En Patagonie, l'eau ne fait que passer. Ces grands espaces désolés et les contreforts des Andes abritent un cousin, un ancêtre du dromadaire. C'est une sorte de chameau rapide, élégant et stylisé. Le guanaco. Le guanaco est merveilleusement adapté aux rudes conditions climatiques du Grand Sud. Son épaisse fourrure le protège du froid. Comme les autres camélidés, il est frugal et se contente d'une nourriture pauvre qu'il transforme aussitôt en réserve de graisse. Il peut tenir très longtemps sans boire ni manger, grâce à ses réserves énergétiques, et il supporte sans problème de longues périodes de sécheresse. Il faut profiter très vite des périodes d'abondance. C'est pourquoi les petits naissent juste au moment où la végétation est à son apogée. Les conures de Patagonie, elles aussi,
profitent de ces périodes d'abondance. Elles arrivent du nord en suivant les brèves pluies saisonnières et s'emploient à fouiller les buissons pour picorer les jeunes fruits. Contrairement à la plupart des oiseaux des steppes, ces perroquets font étalage de leurs couleurs vives et caquettent sans arrêt. Ils vivent en bande dans les grottes et cavités au bord de cours d'eau qui ne tarderont pas à être à sec. Ces grottes profondes se terminent par des chambres de couvaison où ils élèvent leurs petits en commun. Dans ces contrées désolées, on comprend vite pourquoi, quand on ne vole pas, il vaut mieux être un bon marcheur. Le nandou de Darwin est un exemple d'adaptation aux steppes semi-désertiques. Cet oiseau coureur a besoin d'un sol dur pour se déplacer et de terrain dégagé pour voir venir ses ennemis. Moyennant quoi, il peut détaler au moindre signe de danger. Même si ses ailes sont pourvues de griffes qui peuvent s'avérer des armes redoutables. Les familles de nandous suivent leur père et parcourent la steppe. Ils ne craignent ni le froid ni la sécheresse. Aussi étrange que cela puisse paraître, les déserts abritent une infinité d'espèces tant animales que végétales qui ont dû se spécialiser à l'extrême pour tirer profit de la moindre molécule de liquide. Pour elles, économiser l'eau constitue un défi de tous les instants. C'est le plus précieux de tous les trésors, la clé de la subsistance et de la vie. La Terre, cette planète vieille de près de 4,5 milliards d'années, est à notre connaissance
la seule sur laquelle la vie existe. Les 3/4 de sa surface sont liquides, recouverts par les océans. Près de 50% de la population mondiale vit dans les régions côtières. De tout temps, les hommes se sont établis à proximité des sources d'eau, quelle que soit leur forme. Cette ressource limitée est indispensable à la vie. Tous les êtres vivants sont faits d'eau à un degré plus ou moins élevé. L'élément liquide est de loin le composant principal de la matière vivante. Chez les animaux, son pourcentage fluctue entre 65 et 95% selon les espèces. Chez l'homme, il est en moyenne de 60%. La Terre est une planète humide. C'est sans doute la meilleure façon de dire qu'elle est vivante. L'homme cherche des signes pour savoir s'il est seul dans l'univers. Depuis 1960, pas moins de 37 missions spatiales ont été lancées à destination de Mars. Des sondes telles que Galileo, conçues pour étudier Jupiter et ses lunes, explorent des planètes plus distantes encore pour découvrir si la vie existe dans ces mondes lointains. L'eau est la meilleure piste. Sa seule présence atteste que la vie est possible. Nous scrutons le système solaire en quête d'autres formes de vie. Mais chaque jour, de nouvelles espèces sont condamnées sur Terre. Notre planète est en état de crise. L'eau commence à manifester des symptômes aussi étranges qu'alarmants. Toutes les créatures dont la survie dépend des forêts tropicales humides, des océans, des rivières ou des marais, voient leur population décroître. Elles déclinent lentement, en même temps que leur milieu naturel. Il suffit de regarder autour de nous pour constater les stigmates de la maladie dont sont atteints l'eau et les paysages aquatiques. Les cours d'eau d'Europe, sans doute les mieux connus et les plus étudiés au monde, ont jusqu'ici conservé une variété qui surprend même les spécialistes.
Le vieux continent compte 522 espèces de poissons d'eau douce. Elles jouent tout un rôle vital dans les écosystèmes aquatiques dont nous dépendons, par exemple pour l'épuration de l'eau et la maîtrise des inondations. « 200 d'entre elles sont menacées. Le nombre des anguilles, par exemple, est en chute libre. Les écosystèmes d'eau douce sont extrêmement sensibles aux activités humaines. Lorsque la qualité de l'eau se dégrade, toute la structure écologique est affectée. Les poissons sont beaucoup plus menacés que les oiseaux ou les mammifères, car leur environnement est particulièrement vulnérable. Le cas de l'esturgeon est la preuve flagrante du déclin des fleuves. « 29 espèces primitives sont classifiées sous l'appellation esturgeon. Le plus connu est le beluga. Il peut vivre plus de 100 ans et produit près de 90% du caviar consommé dans le monde. Jusqu'au milieu du XXe siècle, il y avait des esturgeons dans presque toutes les rivières d'Europe. Mais en l'espace de quelques années, la pollution, les barrages et les captures illégales les ont décimés. Les dernières populations saines d'esturgeons sont concentrées dans des lieux éloignés de toute activité humaine. La mer Caspienne, entre autres. Mais en dépit de la valeur économique qu'ils représentent, ils pourraient bientôt disparaître de cette mer fermée à cause de la surpêche qui a suivi la chute de l'Union soviétique. Le nombre d'esturgeons de la Caspienne a été divisé par 38 au cours des 15 dernières années. Outre la surexploitation et la pollution des cours d'eau, des barrages sont construits sans qu'aucune mesure ne soit prise pour permettre aux esturgeons de rejoindre leur site de frai, ce qui les empêche de se reproduire, de même que d'autres espèces migratoires. Le cas des Alites multensis, un amphibien de la région des îles Baléares, montre que les espèces menacées peuvent être sauvées. Ce crapaud est l'exemple même d'une espèce d'amphibien au bord de l'extinction. Ces populations ont commencé à dépérir
lorsque les couleuvres aquatiques ont été introduites. Ces dernières dévorent les larves dès l'éclosion des œufs. Par ailleurs, les travaux hydrauliques pratiqués au cours des siècles ont dévasté une grande partie de son habitat. Pendant des années, cette espèce semblait condamnée, mais chercheurs et autorités ont uni leurs efforts pour permettre sa reproduction en captivité et sa réintroduction en milieu naturel. Les zones dans lesquelles elle vit sont soumises à une surveillance attentive. Sa résurrection a été quasiment miraculeuse. Les marécages d'eau douce abritent un petit poisson, l'Aphanius d'Espagne, qui a connu un destin semblable. Un peu partout sur la planète, les marais ont été asséchés. Leur disparition a entraîné celle de nombreuses créatures aquatiques. Ce petit poisson carnivore, qui se nourrit de larves de moustiques, vit uniquement sur les côtes méditerranéennes d'Espagne et d'Afrique du Nord. L'assainissement des marécages pour créer des terres agricoles et la pollution ont pratiquement anéanti ces populations. À l'heure actuelle, l'Aphanius d'Espagne, tout comme de nombreux poissons européens, survit uniquement parce que des réserves ont été créées et des lois promulguées. Mais les problèmes persistent. Le principal d'entre eux résulte de l'introduction de nouvelles espèces carnivores très voraces, telles que le black bass, qui décime les populations existantes. Les poissons d'eau douce sont confrontés à de sérieuses difficultés, mais les espèces marines ne sont pas beaucoup mieux loties. Aux Antilles, 40% des mangroves ont été détruites depuis 25 ans. Ces marécages protègent la côte, éliminent la pollution et abritent quantité de créatures. Mais nous les supprimons pour édifier des immeubles, des stations balnéaires ou de grandes installations piscicoles. La détérioration est telle que sur de nombreuses côtes, les mangroves ont disparu. Et avec elles, des animaux aussi exceptionnels que le lamantin. Autrefois, ces mammifères marins étaient pêchés pour leur chair savoureuse. Mais dans certains pays comme les États-Unis, ils sont protégés par la loi depuis 1893. Malheureusement, cette mesure n'a pas été très utile. La modification constante des côtes est la principale menace qui pèse sur les lamantins. Lorsque leur habitat est perturbé, de nombreux facteurs jouent contre eux. Certains ont cessé leur migration saisonnière à cause du déversement des eaux de refroidissement des centrales atomiques. Du fait de leur nature calme et de leur comportement amical, les lamantins sont très populaires, ce qui est un inconvénient beaucoup plus qu'un avantage, car le tourisme est devenu une sérieuse nuisance. Les grands ensembles d'habitations détruisent l'écosystème d'origine
et polluent les eaux dans lesquelles ils vivent. Par ailleurs, les hélices des embarcations motorisées sont la cause d'accidents. De nombreux lamentins sont mutilés ou tués. Des réserves ont été créées pour prévenir ces problèmes et protéger certaines populations dont la survie est a priori assurée. Dans la moitié des mers du globe, les phoques ont connu un destin similaire à celui des lamentins. Il y a encore peu de temps, des colonies de plusieurs millions d'individus s'égrenaient le long des côtes des États-Unis, du Mexique et de l'Uruguay. La plupart d'entre elles ont été décimées et celles qui ont survécu ont trouvé refuge dans des zones protégées. La chasse pour leur fourrure et leur graisse est à l'origine de ce déclin. Rien qu'en Argentine, 90% des effectifs étaient capturés jusqu'au milieu du siècle dernier. Après ce massacre, les quelques survivants ont reconstitué leurs troupeaux sur des îles éloignées. Bien qu'à l'heure actuelle, ils soient mondialement protégés, le braconnage continue. Les animaux capturés sont destinés au marché asiatique. Chaque année, des centaines de mâles adultes sont tués. Le commerce de leurs organes sexuels comme aphrodisiaques a créé un vaste marché noir. Mais le drame que vivent les phoques ne s'arrête pas là. Les bateaux de pêche en attrapent un grand nombre dans leurs filets. Les flottes de pêche sont très efficaces et le volume de leur prise est tel qu'elles raflent les bancs de poissons dont ces mammifères marins se nourrissent. Les zones de pêche, qui sont une inestimable source de nourriture, disparaissent à une vitesse inquiétante. C'est l'une des menaces qui pèsent sur les océans. Au cours des 30 dernières années, au moins une vingtaine des principales zones de pêche a disparu. Les grands bancs de poissons de l'Atlantique Nord, où d'énormes quantités de morues étaient capturées, ont été anéantis dans les années 80. 20 ans plus tard, ces populations ne sont toujours pas rétablies. Les méthodes de pêche sont tellement radicales que les stocks de poissons n'ont pas le temps de se renouveler. La surpêche est facile à quantifier. Les espèces les plus prisées sur le marché, celles que nous achetons, ont diminué de près de 70% au cours des 4 dernières décennies. Morues, sardines et thons, étant devenus des espèces menacées, nous cherchons à les remplacer par d'autres. Depuis quelques dizaines d'années, le choix s'est porté sur les requins. Ces prédateurs mythiques, apparus aux Dévoniens, sont maintenant en danger. Après des millions d'années d'évolution, les hommes les massacrent et sont responsables de leur disparition. Ils sont destinés à être transformés en steaks, nourriture pour animaux ou soupe d'ailerons de requins. Si les requins s'éteignent, les écosystèmes marins souffriront d'un grave dérèglement.
Leur disparition de vastes zones océaniques est directement liée à la diminution des populations d'huîtres, de palourdes et d'autres mollusques que les humains exploitent commercialement. Ces images d'un groupe de requins-marteaux sont peut-être les dernières. Ces poissons sont la cible d'un nouveau type de pêche sportive qui ne fait aucune distinction entre les jeunes et les adultes. L'absence de loi régulant leur capture les condamne irrémédiablement à disparaître. Leur situation est critique sur les côtes des États-Unis. Leur population a diminué de 98% depuis les années 80. Toutes les autres espèces de requins de la planète sont confrontées à un sort semblable. Le nombre total des requins aurait chuté de 70%. Chaque année, de nouvelles espèces comme le requin renard, le grand requin blanc, le requin bleu ou le requin longimane allongent la liste des espèces menacées. Aucune créature marine n'est à l'abri des effets dévastateurs de l'activité humaine. Cette constatation est alarmante. Cependant, nous avons les moyens de protéger la nature. Phoques, lamantins et Alytes multensis en sont la preuve tangible. L'avenir est entre nos mains. Nous avons les connaissances et les savoirs nécessaires pour gérer nos ressources en eau. Il nous appartient de tout mettre en œuvre pour prévenir une crise qui, selon l'ONU et le Conseil mondial de l'eau, affectera près de la moitié de la population du globe d'ici 2030. Ce n'est plus la seule responsabilité des gouvernements ou d'organisations internationales et non gouvernementales. La sauvegarde de notre planète dépend des décisions prises au quotidien par chacun d'entre nous.
Certains paysages de notre planète ont l'air totalement extraterrestres. Ce sont des lieux étranges et solitaires, aux formes et aux couleurs surprenantes. L'eau, le soleil, le vent et le sel ont dessiné un monde minéral dont ils sont a priori les seuls acteurs. Rien ne permet de penser que la vie y est possible. L'eau est à l'origine de ces paysages désolés. L'eau de mer, plus précisément. La mer semble avoir toujours été présente. Sa pérennité et sa stabilité permettent à certaines créatures les plus primitives de subsister dans ces eaux. L'océan est le berceau de la vie. C'est là qu'elle y est apparue il y a 3,8 milliards d'années et s'est ensuite multipliée. Il abrite les écosystèmes les plus riches et les plus variés de la planète. La mer est une combinaison unique à base d'eau pure, le solvant universel. L'eau de mer est un étonnant mélange dans lequel l'élément liquide dissout une grande quantité de substances. Onze constituants majeurs, des sels, entrent dans sa composition chimique. Chlore, sodium, magnésium, sulfate, entre autres. Ces minéraux jouent un rôle clé dans tous les milieux pélagiques. La plupart de ces sels, ainsi que des gaz tels que le dioxyde de carbone et l'oxygène, sont au service de la vie. Ils fournissent les matériaux de base qui constituent le corps de nombreuses créatures marines. Les algues diatomées, la carapace des oursins, les valves des moules, les coquilles des crustacés et des mollusques. Le corps de tous les animaux et végétaux de la planète sont à la base un concentré d'eau de mer. Tous les êtres vivants sont en quelque sorte un minuscule océan. Mais restons-en à l'eau de mer. La salinité moyenne des océans est de 35 grammes par litre. L'apport en eau douce venue des fleuves, la chaleur et la vitesse à laquelle l'eau s'évapore entraînent de légères différences de teneur en sel. Les deux principaux sels sont le chlore et le sodium, qui en s'associant forment le chlorure de sodium. En d'autres termes, le sel de table. C'est lui qui détermine la nature de l'eau de mer.
Le chlorure de sodium représente 78% des sels dilués dans l'eau saline. Sa présence se remarque particulièrement dans les mers les plus chaudes du globe, telles que la mer Rouge, où il se dépose sur le rivage. Dans les zones les plus ventées et ensoleillées, l'eau s'évapore laissant derrière elle du sel qui cristallise. Dans les régions chaudes, les plaines côtières ressemblent à des déserts. Du sel, de l'eau, du vent et du soleil. Rien d'autre à des kilomètres à la ronde. La vie y paraît littéralement impossible. Et pourtant, elle palpite avec force, apportant couleur, mouvement et son à ce paysage aride. Stridents, bariolés, turbulents, les flamands sont l'expression même de la vie dans les salants. Il existe 5 espèces de flamands. Ils ont tous un goût très prononcé pour les terres inhospitalières des salines, où ils se rassemblent par milliers. Trouver de la nourriture dans ces régions est un travail à plein temps. C'est pourquoi ces oiseaux mangent jour et nuit. Algues, micro-organismes et petits crustacés constituent leur alimentation. Leur bec à la forme curieuse leur permet de filtrer l'eau pour dégager de la vase les aliments qu'ils consomment. Ces volatiles sont très efficaces. Un individu ingère chaque jour 10% de son poids, soit près de 135 000 artémies, un minuscule crustacé qui vit dans les salants. Une colonie de 4000 têtes dévore 1 tonne d'artémies par jour. À l'époque de la reproduction, les flamands s'installent dans la solitude de ces terres salines. Leurs nids sont faits de boue agglomérée. Ils ont la forme d'un monticule au sommet concave, dans lequel la femelle pond un unique œuf blanc. Les petits se regroupent en attendant le retour de leurs parents et l'arrivée de leur ration quotidienne. La nourriture n'est pas toujours facile à trouver. Pour alimenter leur progéniture, les flamands parcourent parfois plusieurs centaines de kilomètres par jour. Les micro-organismes, capables de survivre dans des eaux très salées, sont à la base de la vie dans les salines.
On y trouve certaines des plus anciennes créatures de la planète, les bactéries. Ces organismes restés inchangés depuis des millions d'années. Elles sont entourées d'invertébrés suffisamment résistants pour survivre dans ces conditions extrêmes. Des rotifères, des vers et de microscopiques crustacés et mollusques. Un nombre d'espèces restreint, mais des populations très denses. Les artémies sont les plus connus et les plus prisés. Cependant, tous ces minuscules organismes jouent un rôle vital dans la chaîne alimentaire de ces régions. Plus l'air se réchauffe, plus l'eau s'évapore. De rares espèces végétales s'épanouissent dans ces étendues blanches et salées. La salicorne pousse sur les vases molles. Elle survit en stockant l'eau dans ses cellules, ce qui empêche la concentration de sel d'atteindre un niveau qui lui serait fatal. En dépit de leur austérité, les salines grouillent de vie. Certaines espèces de poissons, telles que mulets, plies, barres et anguilles, se sont adaptées à la vie dans des eaux à haute teneur en sel. Certaines d'entre elles ont aussi une très forte tolérance à l'eau saumâtre. Les marais abritent des poissons particulièrement adaptables, comme le choque-mort, qui est capable de vivre dans l'eau douce, l'eau de mer, et même dans des eaux avec une salinité encore plus élevée. Ce poisson très résistant se nourrit de crustacés, de mollusques et d'autres invertébrés, pouvant, tout comme lui, survivre dans des eaux à haute teneur en sel. Des oiseaux vivent aussi dans cet écosystème très inhospitalier. La vossette élégante a une drôle d'allure avec ses longues pattes et son bec recourbé, mais elle est parfaitement adaptée à la vie dans les marais salants, son habitat le plus courant. Les eaux sont généralement peu profondes, et la vossette sonde la vase à l'aide de son long bec effilé. Elle se nourrit de crustacés, de larves et de vers.
Ces régions sont un havre de paix, car elles sont généralement dépourvues de prédateurs. Les avocètes ont tendance à se regrouper en colonies. Elles nichent sur le sol dans des lieux isolés et surélevés qui leur offrent une bonne visibilité. Une fois par an, elles pondent 3 ou 4 œufs dans une cuvette remplie de débris végétaux. Le peu de végétation leur permet de scruter les alentours pour détecter d'éventuels intrus. Quiconque se rapproche un peu trop près de leur nid est immédiatement repoussé. Les insectes sont abondants dans les marais salants. Ces oisillons seront bien alimentés. Des millions de mouches des marais grouillent au-dessus des eaux. Elles se nourrissent des micro-organismes qui flottent à la surface. Ces diptères assurent la subsistance des oiseaux qui vivent dans cet écosystème. Mais il existe des insectes beaucoup plus résistants, ceux qui vivent dans les eaux hypersalées. Certaines lagunes se sont créées sur des terres salées. Leur teneur en sel est extrêmement élevée. Tout porte à croire que la vie y est impossible. Cependant, dans le sud-est de l'Espagne, dans la région de Murcie, une importante population d'insectes s'épanouit dans ces marécages qui ressemblent à des paysages martiens. Ce sont des coléoptères aquatiques. Leur nom, Octabius glaber. Cette espèce endémique ne vit que dans des lieux très spécifiques. C'est l'un des très rares organismes capables de survivre dans un tel environnement. Ces scarabées de couleur foncée, qui ne mesurent pas plus de 3 mm, vivent dans des eaux ayant près de 100 grammes de sel par litre, soit 3 fois plus que l'eau de mer. Des eaux moins salées accueillent une beaucoup plus grande variété de formes de vie, dont des algues et des insectes. Toutes ces créatures constituent la nourriture de base de nombreuses populations d'oiseaux. Ce sont les habitants les plus visibles des salants.
les vertébrés qui se sont le mieux adaptés pour tirer parti de cet écosystème sous-exploité. Malgré l'aspect désolé de ces paysages, mouettes et chasses, flamands et quantité d'autres espèces y prospèrent. C'est un univers austère, mais débordant de vie. Les oiseaux sont pratiquement les seuls occupants de ces régions. Ils ont appris à profiter pleinement de tout ce qu'elles ont à leur offrir. Des millions de volatiles trouvent dans les salons un refuge sûr. Ils sont aussi spartiates que le paysage dans lequel ils vivent et n'ont besoin que d'un minimum de végétation pour construire un nid sommaire à l'époque de la reproduction. Et il y a largement de quoi nourrir chacun d'entre eux. Après la saison des amours, des nuées d'oiseaux arrivent, en quête d'un refuge où ils vont pouvoir se reposer après un long voyage. Les marais salants sont des enclaves et des haltes primordiales le long des itinéraires de migration. Ces grands voyageurs vont y séjourner quelque temps avant de retourner sur leur site de reproduction. La vie sur notre planète a fait son apparition dans l'eau salée. L'eau de mer a été sa première demeure. Les descendants de ces créatures originelles sont l'exemple vivant de la puissance génératrice de l'eau. En l'espace de quelques millions d'années, la vie s'est diversifiée et certaines de ses formes les plus belles et les plus variées sont revenues coloniser ce que la Terre a de plus précieux. L'eau de mer.